Si vous connaissez un minimum Nintendo, je pense que vous savez que cette entreprise est japonaise, et le Japon, eh bien c'est quand même un pays qui n'a pas forcément le même humour. Certaines nourritures ou objets peuvent être inconnus dans les autres pays, et il y a même des séries complètes qui peuvent être extrêmement célèbres au Japon, mais pas dans le reste du monde. Et du coup, il y a des jeux Nintendo qui sont faits pour être exclusifs au Japon, pour toutes ces raisons. Parlons de ces jeux Nintendo qui ne sont jamais parus à l'international. Nous allons maintenant parler de Doraemon, la saga populaire pour les enfants japonais, dont j'étais moi aussi très fan, étant petit, que je regardais sur la télé de mes grands-parents au Japon. Les épisodes de cette série ne se suivent pas, ce qui est fréquent chez les dessins animés. L'histoire parle de Nobita, un garçon qui est une énorme victime, qui pleure H24 dès qu'il se fait embêter par des amis un peu méchants, on va pas se mentir. Il va donc à chaque fois se plaindre à Doraemon, un chat robot futuriste venu du 22e siècle, pour aider Nobita qui était destiné à devenir chômeur. Oui, rien que ça. Tout ça se passe donc dans l'EP 1. Il est à noter que Doraemon a une pochette magique, d'où il peut sortir toutes sortes d'objets du futur, des gadgets quoi. Toutes ces histoires vous rappellent sans doute rien, mais sachez quand même que cette série est même connue par des Français qui n'ont pas de lien avec le Japon, et est même extrêmement populaire chez les Coréens qui adorent cette série. Passons maintenant au jeu qu'on voulait vous présenter. Doraemon Nobita to Mitsu no Seirei Seki, que j'arriverai pas à traduire, je ne sais pas ce que ça veut dire Seirei Seki, mais traduit en français, ça donnerait Doraemon, Nobita et les 3 pierres de l'esprit, c'est à peu près ça. L'histoire commence donc avec le roi du royaume des fées parlant à sa fille. Il lui dit que les rois de 3 royaumes ont été capturés et qu'elle doit les aider. Elle va donc aller chercher Doraemon, qui pourrait les sauver grâce à la pochette dont je vous avais parlé. Bon, en soi, le lore n'est pas important, parlons plutôt du gameplay. Pour un jeu de plateforme en 3D de l'époque de la N64, le jeu est extrêmement bien fait. Niveau graphisme, gameplay et chara-design, on est à peu près au même niveau que Mario 64. Par contre, Mario 64 a des actions supplémentaires et de très bonnes phases de gameplay, et est donc meilleur. Ce jeu Doraemon est donc très bon. Mais ce n'est pas sorti en Occident, ce qui est logique, car il est principalement populaire en Asie. C'est quand même dommage. Parlons maintenant de Taiko no Tatsujin, récemment sorti sur Switch. C'est un jeu d'arcade auquel j'ai joué de nombreuses fois lorsque je suis allé au Japon et qui est extrêmement fun à jouer. Le jeu ressemble à Friday Night Funkin', dont le but est d'appuyer sur des flèches au bon moment. Pour Taiko no Tatsujin, c'est la même chose, mais sur un tambour, d'où le mot taiko qui veut dire ça. Le tambour a une place importante dans la culture japonaise, pour des fêtes nommées Matsuri, qui sont vraiment fun. C'est une expérience à essayer absolument, que j'ai personnellement adoré. Sinon parlons du gameplay. Il y a 2 principaux types de coups de tambour, celui sur le côté et celui dedans. C'est à peu près tout. Allez donc tester les jeux. Si on peut penser que ce serait absurde de créer un jeu sur une série très connue partout et de la sortir qu'au Japon, c'est pourtant ce qu'ont fait bon nombre de jeux Nintendo. C'est par exemple le cas de Mario et Wario, un jeu qui propose une façon de jouer tout à fait intéressante. En mettant en scène Wario, un personnage qui n'était pas encore la star qu'il est aujourd'hui, ça faisait seulement 4 ans qu'il a été créé. Celui-ci apparaît donc dans le jeu en tant qu'antagonisme et met un saut sur la tête de Mario. À cause de ça, il ne peut rien voir et on le dirige donc pas directement mais plutôt Wanda, une fée qui peut donc activer les blocs. Au final, ce serait vraiment original. Il a d'ailleurs probablement été inspiré par les Lemmings sortis à la même époque. Personnellement, un jeu auquel j'aurais adoré jouer, c'est bien Kirby Dream Collection, le premier et le seul jeu de la série qui se présente comme une compilation de plusieurs jeux Kirby, un peu à la manière de Super Mario All-Star. On peut jouer à un total de 6 jeux qui sont les 6 premiers vrais jeux de plateforme Kirby qui sont sortis. On peut donc jouer dans l'ordre chronologique à Kirby Dream Land, Kirby's Adventure, Kirby Dream Land 2, Kirby Superstar, Kirby Dream Land 3 et Kirby 64. C'est vraiment dommage que ce jeu ne soit jamais sorti en France. Ça aurait pu permettre aux joueurs de Wii de jouer aux premières aventures de Kirby, qui sont réellement toutes excellentes. Le jeu Nintendo que je vais vous parler maintenant est encore plus intéressant. Il s'agit du jeu sur Nintendo 64 de la série des Animal Crossing. Et c'est là que les plus futés d'entre vous me diraient sûrement que Animal Crossing a commencé à faire des jeux en 2002. De ce fait, aucune opus pour Nintendo 64 n'a jamais existé. Vous avez pourtant tort. Animal Crossing a commencé tout doucement au Japon en avril 2001. Alors faut tout d'abord savoir que bien que Dobus no Mori, qui est le nom d'Animal Crossing au Japon, est sorti sur Nintendo 64, il a bénéficié d'une sorte de remaster moins d'un an plus tard sur GameCube sous le nom de Dobus no Mori Plus. La raison pour laquelle cette version est sortie aussi tôt, c'est parce qu'en 2001, c'est complètement la fin de la vie de la Nintendo 64. Et du coup, c'est pas hyper malin de sortir un jeu à ce moment-là. Alors du coup, Dobus no Mori Plus, c'est un jeu qui a une version améliorée de la version 64 et qui rajoute quelques fonctionnalités. Ça a quelques détails près.
la même version qui est sortie chez nous en fait. Elle apporte à la version 64 quelques ajouts notables comme les sœurs d'eau de fée ou même le musée. Du coup, pour récapituler, Nintendo a d'abord sorti la version 64 uniquement au Japon, puis quelques mois plus tard la version Plus qui rajoute quelques fonctionnalités et encore exclusives. Finalement, la version internationale que tout le monde connaît en 2002 pour l'Amérique et en 2004 pour l'Europe, avec encore des fonctionnalités en plus. Du coup, la version internationale d'Animal Crossing a en fait plus de choses dans le jeu de la version japonaise. Et en plus, Nintendo va, après le succès d'Animal Crossing, recréer encore une fois uniquement au Japon une version d'Animal Crossing. Celui qui est sorti à l'international, avec d'autres ajouts en plus. Enfin bref, beaucoup trop de choses à dire à propos de toutes ces histoires et je vous invite à regarder la vidéo de Lopok, notamment sur le sujet. Certains jeux peuvent ne pas être sortis à l'international parce que justement la console où ils doivent être vendus n'est pas vendue à l'international. Souvent, c'est le cas des consoles sans succès comme la Virtual Boy ou la Nintendo 64 DD. Mais celle que je vais présenter ici est bien plus intéressante car il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont sortis dessus. Il s'agit de la Satellaview. Bon, je vous préviens, le sujet a déjà été traité dans une vidéo de Vigvas qui est toujours bien aujourd'hui. Je vous invite à la regarder après cette vidéo, mais ça ne va pas m'empêcher d'en parler ici. Alors la Satellaview, c'était une extension de la Super NES, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas vraiment une nouvelle console. Celle-ci est donc sortie en avril 1995 au Japon et a complètement arrêté d'être produite en 2000. Et c'est pour une bonne raison. Vous vous en doutez, ça a été complètement un bide là-bas. Mais ça ne lui empêchera pas de sortir près de 100 jeux qui sont donc tous exclusifs au Japon. Je vous rassure, je ne vais pas parler de tout ici. La Satellaview, comme la plupart des consoles qui ont bidé, apportait un concept assez révolutionnaire. En fait, elle avait un système de satellites, ce qui permettait que le contenu auquel on pouvait jouer s'actualise régulièrement. Et oui, parce que c'est ça qui caractérise la Satellaview. Tous les jeux étaient gratuits, mais on pouvait y jouer seulement à un moment précis de la semaine. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que des jeux, on pouvait aussi regarder des vidéos ou même jouer à des jeux vidéo en plusieurs parties. Comme Best Zelda No Dance 2, le premier à sortir sur la machine. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de Zelda qui était donc découpé en 4 parties qui sortaient toutes les semaines et on pouvait donc y jouer de 18h à 19h. Alors bien que c'est un jeu Zelda où il y a littéralement Link sur sa jaquette, on ne contrôle pas Link en fait. Le jeu est une adaptation de Zelda 1, mais qui se différencie de celui-ci par de nombreux points. Déjà, les donjons sont quand même complètement différents. Ce ne sont absolument pas les mêmes, ce qui est donc la bienvenue. Le jeu a été plutôt bien accueilli et on a donc eu une suite. Best Zelda No Dance 2 Kodai no Sekiban. Ouais, le nom est un peu long. En vrai, le jeu est globalement le même et il est en plusieurs parties. Et Link n'est pas là. Le scénario est lui par contre assez différent. La princesse Zelda a une vision d'un héros qui apparaît et qui réunit 8 tablettes de pierre, ce qui sauve Hyrule d'un grand péril. Ganon, c'est ce qu'on apprend dans la dernière semaine. Et sinon, sur la Satellaview, oui, je sais que ça se dit le Satellaview, mais laissez faire. Eh bien, on pouvait souvent trouver des portages de jeux en fait. C'est ce qui constituait énormément du catalogue de la console. Il y avait par exemple Dr Mario, X-Type ou même Mario Paint. Enfin bref, la liste des jeux vraiment intéressants s'arrête là. La console n'a jamais vraiment marché et la production s'est donc arrêtée assez rapidement. On a vu que certains personnages ou séries pouvaient être extrêmement célèbres au Japon sans l'être particulièrement chez nous. C'est notamment le cas de Doraemon. Mais maintenant, qu'en est-il des séries de jeux qui sont connues au Japon et à l'international, mais qui comportent des personnages qui, eux par contre, ne sont pas plus connus que ça chez nous? Eh bien, c'est de cela qu'on va parler avec Tingle de la série Zelda. Alors Tingle, c'est apparemment un alien qui apparaît régulièrement dans les jeux Zelda. Sa première apparition figure dans Majora's Mask, où il nous vendra des cartes, ce qui est quand même utile. Après, il se contentera de faire des petites apparitions sans grande importance, comme dans Minish Cap ou même Force World Adventure. Dans ce jeu d'ailleurs, on découvre une autre facette de sa personnalité. Tingle est avare. Il pourra voler certaines gemmes qu'on trouve dans notre aventure. Anecdote amusante d'ailleurs, il n'a pas assez de force pour porter celles qui valent au moins 1000 gemmes. Le pauvre. Alors avant ça, il est présent dans Oracle of Ages, où il nous file une carte, et surtout dans Wind Waker, où il sera rencontré en prison. Encore une fois, quand on le libère, il nous file une carte. C'est d'ailleurs dans ce jeu que pour la première fois, Tingle semble avoir une famille. Enfin, il a seulement 2 frères, Dingle et Klingle, et un frère adoptif.
David Junior, qui est d'ailleurs particulièrement détesté des deux autres. Ça, c'est toutes ses apparitions si on compte seulement les Zelda sortis à l'international. Et oui, parce qu'au Japon, c'est une autre histoire. Tingle est bien plus connu là-bas, car il a eu droit à des jeux où il est le personnage principal. Alors, il y a d'abord eu Freshly Picked, Tingle Rosie's Rupee Land. Alors, malgré ce nom extrêmement complexe, c'est un jeu vraiment intéressant. On découvre l'histoire de Tingle, qui aurait 35 ans, et qui, un beau jour, découvrit un homme rubis dans une fontaine près de chez lui. Alors, le jeu est vraiment long. J'ai un peu la flemme de le terminer en entier. Mais ce que je sais, c'est quand même que ce jeu est particulièrement intéressant au sujet de la personnalité de Tingle. Celui-ci essaiera toujours d'amasser le plus de rubis possible auprès d'honnêtes gens. Alors le jeu là est pour une obscure raison également sorti chez nous en France. Mais Nintendo vont vite se rendre compte que les gens en dehors du Japon, ils ne connaissent pas trop Tingle. Et c'est d'ailleurs pour ça que sa suite sera exclusive au Japon. Finalement, le personnage réapparaîtra en 2007 dans Tingle's Balloon Fight, qui, comme son nom l'indique, est un immense plagiat de Balloon Fight. Genre vraiment, ils ont juste remplacé le sprite du perso principal par Tingle quoi. Ah oui, et pour ceux qui ne sauraient pas ou ne se souviennent pas de ce qu'est Balloon Fight, c'est un jeu NES plutôt sympa où on contrôle un petit bonhomme qui vole avec 2 ballons, symbolisant aussi ses 2 vies. C'est également le thème d'un niveau de Smash Bros et du Hub B de Villageois et de Marie. On pouvait aussi trouver dans l'eau ce poisson là, toujours aussi terrifiant dans le jeu avec Tingle. Et je vous rappelle que ce genre de jeu sur DS coûtait une bonne trentaine, voire une bonne quarantaine d'euros. Et j'ai demandé à ChatGPT et il m'a même dit que ça coûtait encore plus cher. Bon, pas sûr de la source par contre. De nombreux jeux de Nintendo ne sont jamais sortis à l'international, alors qu'ils étaient pourtant bons. Mais pourquoi ça? Si les jeux sont bons, aucun intérêt à ne les sortir qu'au Japon, non? Et bien comme on a vu à l'intro, ce n'est pas si simple que ça. Le Japon a sa propre culture que les étrangers ne vont donc pas forcément comprendre. On a l'exemple de ce fameux épisode de Pokémon qui a été censuré parce qu'il avait des onigiri. Les Japonais pensaient que les gens du monde entier n'allaient pas le reconnaître et ils ont donc été renommés en Donuts. Et on l'a vu avec le jeu de Tingle. Nintendo a tenté de le sortir à l'international, mais ça a été complètement un échec. C'est donc normal que de nombreux jeux ne soient sortis qu'au Japon, tout simplement.